Quand les policiers arrivent dans le studio, ils sont choqués par l'odeur. L'odeur est insupportable. Des corps démembrés sous le canapé, dans des caisses à outils, dans le congélateur, dans des glacières, des poubelles remplies de corps humains, également dans la litière du chat. Takahiro Shiraishi a été pendu ce 27 juin au Japon pour ses crimes. En 2017, le Japon découvre l'un des crimes les plus choquants de son histoire. Voici l'histoire de Takahiro Shiraishi, le tueur de Twitter. En seulement quelques mois, il a tué 9 personnes qui ont fini dans un état horrible. Et après, on me demande pourquoi je n'aime pas rencontrer des gens sur internet. Tout commence à Zama, préfecture de Kanagawa au Japon. C'est à peu près à 50 minutes de Tokyo. Takahiro est né le 9 octobre 1990 à Zama. Il a toujours été décrit comme un homme plutôt étrange. Quand il était en compagnie de ses amis, ces derniers disaient qu'il ressentait une certaine gêne, un certain mal-être en fait, il les mettait mal à l'aise. Au début, il a grandi avec ses parents et sa petite sœur. Il n'aimait pas trop l'école. En fait, depuis toujours, il se sentait pas à sa place dans la société. Il se sentait un peu isolé, à part, et même s'il avait des amis, comme je vous ai dit, il était trop bizarre en fait. Il était aussi connu pour être très nerveux. Par exemple, quand il jouait aux jeux vidéo, il frappait tout le temps contre le mur. Carrément, il y avait un trou à côté de sa console dans sa chambre, dans le mur en fait, tellement il tapait tout le temps. Et même ses anciens amis disaient que dès qu'on lui disait non ou quelque chose n'allait pas dans son sens, il pétait très vite un câble, il était vraiment très nerveux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il gardait pas trop d'amis en fait. Quand il arrive au lycée, il se fait de nouveaux amis, il est même inscrit dans des clubs de sport et tout. Mais comme je vous ai dit, il n'arrive pas à les garder parce que il est trop bizarre comme mec. Sur le plan amoureux, il a même réussi à avoir une petite amie au lycée, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il était décrit comme étant lugubre. Mais aussi, malheureusement, à cette période-là, ses parents ont divorcé. Sa mère est partie avec sa petite sœur et par la suite, elle a coupé les ponts avec lui et son mari, enfin son ex-mari. Donc il n'avait pas trop contact avec sa maman. D'une autre part, il s'est très rapproché de son père. Ils avaient vraiment une bonne relation plutôt fusionnelle. Mais sa relation plutôt solide avec son père ne suffit pas parce que Takahiro sombre dans la dépression. Mais il va pas chercher de l'aide, en fait il va s'isoler et il avait un petit peu honte de ça, donc il va garder sa dépression pour lui. Après le lycée, il décide de pas continuer les études, donc il ne va pas à l'université. En fait lui, il voulait absolument gagner de l'argent vraiment le plus rapidement possible. Au début, il commence à faire des petits boulots par-ci par-là, mais pour lui c'était pas assez. En fait, il n'arrivait pas à remonter la pente. Si vous voulez, dans sa tête, tout était sombre. Il avait une sale image de lui. Pour lui, en fait, en gros, c'était littéralement un déchet de la société. Il était persuadé qu'il allait avoir une vie misérable, qu'il sera pauvre toute sa vie. Vraiment, il avait ce sentiment de ne pas être à sa place et il avait une très mauvaise estime de lui-même. Et je trouve ça à l'époque plutôt triste parce que son père, lui, il était vraiment fier de lui quand il parlait de son fils, comme quelqu'un d'ambitieux. Vraiment, il avait le soutien de son père. À ce moment-là, Takahiro se dit qu'il ne pourra jamais faire de l'argent comme il le souhaite en restant dans la légalité. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend à Kabukicho. C'était le quartier rouge en fait. C'était vraiment le quartier où on trouvait la prostitution, les drogues. C'était vraiment l'endroit parfait où l'inégalité était présente. Comme vous pouvez l'imaginer, tous les gangs étaient rassemblés là-bas et ils ont très vite repéré Takahiro parce que en fait ça se voyait qu'il était un peu perdu quoi. C'était le profil type que les gangs recherchaient. Ils savaient qu'il avait rien à perdre et du coup c'était parfait pour eux. Donc il se fait remarquer par un réseau de prostitution et ça se passe très vite. En fait, son travail c'était de repérer des jeunes femmes plutôt faibles psychologiquement et bien évidemment au début ces femmes-là n'étaient pas au courant en fait. Il les recrutait, il leur donnait des excuses bidons, mais après elles se retrouvaient piégées contre leur gré dans ce réseau et elles étaient obligées de se prostituer. Donc on voit très vite que c'est un sac à merde parce que les femmes n'étaient pas du tout consentantes, mais ça il n'en avait rien à faire. Tout ce qu'il voyait dans sa tête c'était l'argent, l'argent et c'est tout. Mais en fait, même dans ce travail, voilà, il excellait pas du tout dans ce qu'il faisait. Vraiment, il était nul. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il ramenait toujours des femmes avec un état d'esprit plutôt sombre, des femmes qui pourraient mettre fin à leur vie très rapidement. Et c'est peut-être cru dit comme ça, mais c'était pas bénéfique en fait. C'était pas bénéfique pour les recruteurs, enfin le réseau, les gangs. En gros, eux, ils étaient pas gagnants si la femme, pour s'échapper de ce réseau, pouvait facilement mettre fin à ses jours. Donc ils allaient perdre leurs marchandises entre guillemets. Du coup ils se disent très vite ouais ça va pas du tout. Vraiment Takahiro avait tendance à toujours se diriger vers les femmes qui avaient des idées sombres. Pour se débarrasser de lui, de ce réseau, ils vont le piéger. En fait ils vont le prendre en photo en train de recruter ces femmes et ils vont en montrer cette photo ou envoyer cette photo à la police. Il prend 14 mois de prison avec sursis et là c'était fini pour lui déjà qu'il était dans un état psychologique vraiment catastrophique. Il se retrouve à seulement 27 ans avec un casier judiciaire
sans emploi, sans études, vraiment rien. Il a pas d'amis, il a pas de copine, vraiment. Mais son papa est toujours là. Il n'abandonne pas son fils. Il veut quand même l'aider, il croit toujours en lui. Sauf que Takahiro veut pas vivre avec son père, du coup il va aller inventer une histoire, il va dire qu'il a trouvé une petite amie, qu'il veut construire un avenir avec elle. Donc il pouvait pas vivre avec son père et sa fausse petite amie. Encore une fois, son père va l'aider. Il lui trouve un studio à Zama où il est né. Et bien évidemment, c'est son père qui va payer le studio. Ce logement, c'est pas du grand luxe, mais franchement, moi personnellement, je trouve que c'est assez mignon. En plus, c'est tout frais payé. Vraiment, c'est adorable de la part de son père. Donc cet appartement, c'est dans un complexe de 12 logements sur 2 étages. C'est pas très grand, c'est plutôt mignon, ça va. Donc Takahiro se retrouve tout seul dans un appartement avec beaucoup de temps libre. Il aurait pu essayer de trouver quoi faire de sa vie, mais non. À la place, il décide d'ôter la vie d'autrui. Très rapidement, ses voisins sont agacés par l'aération de la salle de bain qui est toujours active, sans oublier l'odeur qui s'émane de l'appartement dans les parties communes. Mais personne ne se plaint vraiment, personne ne va aller appeler la police, etc. Juste au début, les voisins aperçoivent Takahiro souvent sortir plein de sacs poubelles et tout, mais encore une fois, rien d'alarmant jusqu'ici, personne calcule. Vu qu'il fout rien de sa vie, il passe son temps sur les réseaux sociaux, notamment sur X, à l'époque appelé Twitter. Au début, il commence à regarder des contenus bizarres, des contenus avec beaucoup de violence. Et vu qu'il sort jamais de chez lui et qu'il parle pas aux femmes dans la vraie vie, au début, il en profite pour aller aborder des femmes. Parce que sur les réseaux sociaux, tu peux être qui tu veux, tu peux inventer la vie de tes rêves, tu peux faire croire ce que tu veux à qui tu veux. Ça marche plutôt bien, au début il parle avec des femmes et tout, mais il s'arrête pas là. En fait pour lui, vu qu'il haïssait sa vie, il voulait se venger sur des gens, notamment des femmes. What the hell, c'est quoi le rapport? Dans un premier temps, il crée un premier compte Twitter. Son nom signifie étrangleur professionnel, donc ça commence très bien. Il leur envoie un message, il leur dit que en gros il les comprend, qu'il est là pour elles, et que vu qu'elle voulait en finir, mais qu'elle trouvait pas le courage de le faire, il était là pour les aider. En parallèle, il crée un autre compte Twitter où là, il se fait passer pour un mec qui lui aussi veut partir. Parce que sur l'autre, il leur disait juste qu'il est là pour les aider. Ce nouveau compte, il se fait vraiment passer pour une victime aussi, une personne qui a besoin d'aide, donc il les comprend. Et enfin bref, il arrive à rentrer dans la tête de ces jeunes femmes qui sont isolées. Il met même des posts sur Twitter comme quoi il en peut plus, qu'il veut en finir et tout. En fait, il fait exactement comme elle, sauf que lui c'est faux, il veut pas du tout mourir. Et malheureusement, c'était parfait parce que en fait, il a réussi à trouver ses futures victimes sans même sortir dans la rue, sans même aller se casser le crâne, à aborder des femmes, à les piéger, etc. Première victime, Mizuki Miura, 21 ans, dépressive. Elle accepte de le rencontrer après avoir échangé pendant quelques temps. Mais c'est très rapide, vraiment, faut savoir qu'il y a eu des fois, il contactait la jeune femme, limite le jour même, il la voyait et il la piégeait. Ça aurait pu bien se passer pour Mizuki parce qu'elle était là en mode bon, c'est quand même internet, je vais pas aller capter un mec, je le connais pas. Elle est partie avec son meilleur ami, Shogo Nishinaka. Excusez-moi pour la prononciation. Le rendez-vous tombe le 3 août 2017, donc ils se rencontrent tous les trois, etc. Donc c'est une après-midi plutôt banale, c'est comme si tu captais tes potes et tout se passait bien. Et du coup, Mizuki, après ce rendez-vous, elle était un peu en confiance. Elle a dû voir un jeune homme plutôt normal. Elle a continué à lui parler. Mais Takahiro, c'est pas un mec intelligent. Hein. On va parler d'autres tueurs qui étaient vraiment intelligents. Mais lui, il était inconscient. Il aurait pu se dire, bon, son meilleur ami était là, s'il lui arrive un truc à Mizuki, peut-être qu'il va capter, il va dénoncer à la police, mais il en avait rien à faire. Hein. Lui, il voyait juste son but, c'est tout. Alors là, j'ai pas compris. 6 jours après la rencontre entre Mizuki et Takahiro, il va contacter Mizuki et il va lui dire ouais, écoute, j'ai eu le coup de foudre, j'ai vraiment envie de vivre avec toi, j'ai pas envie de perdre de temps. Viens, on prend un appartement, mais le problème c'est que je peux pas prendre un appartement comme ça parce qu'en fait, il fallait donner des loyers en avance et il demande 4500 ou 4600 euros, l'équivalent de 4600 euros à Mizuki. Et à ce moment-là, vous allez me dire, mais qui va accepter de donner autant d'argent? Déjà, donner autant d'argent à quelqu'un que tu connais, c'est plutôt compliqué si t'as pas les moyens. Mais là, donner cette somme à un mec que t'as rencontré depuis une semaine max, malheureusement, elle accepte. Ouais, je sais, moi aussi j'ai pas compris, j'étais en mode what the hell. Moi je l'aurais bloqué, j'aurais dit mais t'es malade toi, t'es trop bizarre et tout. 21 août, elle écrit une lettre à sa famille comme quoi elle partait pour quelques temps, mais elle parle pas de sauter la vie ni rien, hein. Genre elle dit juste qu'elle part quelques temps avec un ami. Mais la famille de Mizuki connaissaient un peu leur fille et savaient qu'elle n'était pas très bien psychologiquement. Donc dès qu'ils ont vu cette lettre, ils ont contacté les autorités, la police, et ils leur ont dit ouais c'est bizarre, essayez de trouver notre fille, elle est pas bien, nanana. Là moi j'étais contente, je m'étais dit bon, peut-être qu'ils vont réussir à stopper à temps.
mais pas du tout. Donc la police localise le téléphone de Mizuki et en fait la dernière fois qu'il était actif, c'était dans l'appartement. Officiellement, Mizuki avait loué. Donc en fait sur le papier c'était à son nom, etc. Sur ce coup-là, Takahiro n'a pas été stupide et quand il se rend dans cet appartement, en gros il trouve uniquement le téléphone de Mizuki dans la salle de bain. Je sais pas si sans faire exprès elle l'a oublié là-bas, mais pour moi c'est Takahiro, il a dû faire une magouille pour qu'elle le laisse là-bas. Et là pour sa première victime, il avait vraiment assuré ses arrières parce que c'était que le nom de Mizuki dans la location de l'appartement, l'argent venait de son compte à elle, bref. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Takahiro l'avait bien emmené dans cet appartement loué au nom de Mizuki. Mais à un moment dans la soirée, on ne sait pas comment ça s'est fait, il arrive à l'emmener dans son appartement à lui, à Masa. Et il n'a pas perdu de temps. Faut savoir que sa méthode à chaque fois, c'est toujours la même. Ce qu'il fait, c'est qu'il sert à boire à sa victime et il met de la drogue dedans. Il attend qu'elle perde connaissance ou du moins elle commence à se sentir faible, avoir la tête qui tourne, etc. Et là, il se jette sur la victime et il la tabasse. Littéralement, il la frappe à la mettre KO. La pauvre Mizuki, après qu'elle soit inconsciente, il a mis une corde autour de son cou et il l'a pendue. Et ce malade mental, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit sur le canapé et il regarde sa victime partir. Et là, c'est la première fois de sa vie qu'il se sent aussi vivant, qu'il kiffe autant sa vie de merde. Il était si proche de la mort, vraiment ça le mettait en transe. Après la pauvre Mizuki, il la met dans le congélateur. Il ne perd pas de temps, il donne rendez-vous à sa deuxième victime, Kureha Ishihara, une lycéenne purée. Sa deuxième victime était extrêmement jeune. Elle était décrite comme étant une fille très joyeuse. Elle participait à plusieurs clubs de sport, c'était une artiste dans l'âme, elle jouait aux jeux vidéo. Jusqu'ici, tout va bien, une vie normale d'une lycéenne plutôt joyeuse. Malheureusement, comme beaucoup de personnes dans ce monde, elle cachait la vérité. Elle se sentait très seule au fond, très vide et avait des pensées sombres. Et ce côté sombre, elle le laissait apparaître uniquement sur sa page Twitter où vraiment elle parlait ouvertement de à quel point elle se sentait mal et qu'elle voulait en finir. Takahiro il perd pas de temps et il mâche pas ses mots. Il la contacte et il lui dit que le seul moyen d'aller mieux, vraiment il n'y a pas d'autre solution, c'était d'en finir. Et que vu que c'est un mec extraordinaire et qu'il la comprend, il allait l'aider à partir de ce monde. Et il lui dit même que lui aussi, en fait, il lui dit viens chez moi, on va le faire ensemble. La jeune fille accepte, sauf qu'il faut savoir que une fois qu'elle est arrivée chez lui, elle change très vite d'avis. Elle lui dit qu'en fin de compte, ouais non en fait je veux plus le faire, j'ai changé d'avis, j'étais juste trop mal. C'était en décembre 2017 et ce jour-là, au lieu d'aller en cours au lycée, elle est partie chez lui. Le soir même de cette journée, ses parents remarquent que leur fille n'est pas rentrée du lycée, c'est assez inhabituel, donc ils contactent directement la police. Comme je vous ai dit, quand elle arrive chez lui, elle veut plus passer à l'acte, elle lui dit juste qu'en fin de compte elle avait besoin d'un ami, que la pauvre elle voulait juste être connectée à quelqu'un qui ressentait la même chose qu'elle. Sauf que Takahiro n'a aucune pitié. En plus, elle était vraiment jeune, c'était une lycéenne. Et il va quand même passer à l'acte. En plus, il faut savoir un truc qui m'a trop énervé. Là, je fais un saut dans le futur. C'est que Takahiro avait dit à la police, c'est qu'une fois qu'elle était inconsciente, il ne ressentait rien. En fait, il avait même pas envie de la tuer. Il était vide, comme ça, il était assis. Donc il aurait pu attendre qu'elle se réveille et que, je sais pas moi, il aurait pu simuler en mode ouais, tu t'es évanoui ou je sais pas. Mais non. Bien qu'il ne voulait plus la tuer parce qu'il était vide, il l'a quand même tuée. Et c'est vraiment dégueulasse. Cette fois-ci, il va l'étrangler. Et vous avez bien compris, il adorait tuer, il adorait être si près de la mort. Mais malheureusement, il ne se contentait pas que de tuer. Il abusait aussi physiquement de ses victimes. Et vous n'êtes pas prêts, il abusait d'elles quand elles étaient déjà mortes. Ah mais vraiment, c'est un malade mental. Et cette fois-ci, il va mettre son pauvre corps dans un coffre. Oui, dans un coffre, pas dans un congélateur, où le corps peut être conservé durant un laps de temps. Par rapport à la première victime, Mizuki, la police cherche partout, ses amis, tout le monde vraiment, ils avaient pris ça au sérieux. Malheureusement, ils n'avaient aucune piste. Mais rappelez-vous, avant qu'elle soit toute seule avec ce malade mental et qu'il lui ôte sa vie, elle avait rencontré avec son meilleur ami. Ce dernier se rappelle de Takahiro et décide d'aller le voir. Et dites-vous qu'il n'était même pas parti pour l'accuser, hein. Il était juste en train d'enquêter de son côté, il voulait retrouver sa meilleure amie, donc il est parti le voir. Ouais, tu te rappelles de ma meilleure amie que t'as rencontrée, en fait elle est disparue, si tu pouvais m'aider, etc. Et comme je vous ai dit, Takahiro tuait uniquement les femmes, mais Shogo, ça va être sa seule victime masculine. Et oui, hein, vraiment, il va épargner personne. En fait, dans sa tête, il avait pas le choix. Il s'est dit, ouais, c'est son meilleur ami, s'il vient me voir, peut-être qu'après, il va se dire, ouais, je vais parler de Takahiro à la police, donc il fallait littéralement se débarrasser de lui. Donc comme d'habitude, il le drogue en lui servant à boire et cette fois-ci, il le découpe en
morceaux. Et il avait dit à la police que ça a pris des jours et des jours. D'un autre côté, dans l'appartement, l'odeur devient insupportable. Là, on est déjà à un corps dans le congélateur, un corps dans une boîte lambda, sans aucune congélation. Je vous rappelle que le pauvre corps de Kuera, il est dans un coffre. Vraiment, juste imaginez. C'est un malade mental. Dites-vous, ce mec, Takahiro, il fait sa vie, genre il mange, il dort dans cet appartement alors que il y a des morceaux de corps en train de pourrir en décomposition partout. Mais c'est un malade, vraiment, c'est la première fois que je vois un tueur en série garder des corps comme ça, chez lui, en train de pourrir. Vraiment, c'est pas possible. T'as beau être fou dans ta tête, tu restes quand même humain, genre ça dégoûte. En fait, je l'imagine aller dormir dans cette odeur horrible, constante, et se réveiller le matin comme ça, manger, non mais c'est un truc de malade. En fait, il jetait les plus grosses parties du corps humain dans des bennes à ordures publiques, mais il aimait garder le reste. Dites-vous, il mettait des morceaux de corps humain dans la litière du chat. Non mais vraiment, pauvre chat. Oh, c'est un truc de ouf. Et il continue. Vraiment, l'odeur, ça ne le stoppe pas. Il va contacter Inakon Sarashina, 19 ans, et Hitomi Fujima, 26 ans. Ces dernières, quand elles sont arrivées chez lui séparément, elles ont très vite été dégoûtées par l'odeur. Et elles voulaient très vite faire demi-tour, sauf que vraiment, il leur a pas laissé le temps. Pour les deux victimes, il s'est jeté sur elles, il les a tabassées. Il n'a même pas attendu de les droguer et après, il les a tuées. Encore une fois, il les découpe en morceaux. Donc là, c'est deux victimes en plus, et il dispose des morceaux dans des sacs poubelles mais dans l'appartement. C'était vraiment un malade mental. Personnellement, je connais cette odeur et je peux vous assurer que quand vous rentrez dans un logement où il y a un cadavre dedans, dès que vous ouvrez la porte, cette odeur est si particulière et si intense, elle vous frappe en fait. Elle vous frappe au nez directement. Rester plus de 1 minute avec cette odeur sans mettre du baume du tigre sur le nez ou sans se cacher le nez, c'est pas possible. Alors, vivre pendant des mois avec de multiples cadavres en décomposition, je ne comprends pas. Vraiment, je ne pourrais jamais comprendre. Il y avait des morceaux sous le canapé où il se posait, où il regardait la télé, où il mangeait et tout. Vraiment, waouh. Sans parler du fait que les pauvres victimes, c'est tellement irrespectueux, genre déjà qu'elles ont vécu un cauchemar alors que psychologiquement elles n'allaient pas bien avant de se faire tuer, mais le manque de respect, je sais pas comment les familles ont fait pour rester aussi fortes. Si un être cher que je connais finit dans un état pareil, éparpillé dans un appartement, je sais pas si je pourrais en fait psychologiquement, c'est trop triste, c'est horrible. Malheureusement, il continue encore et il va s'attaquer à 2 nouvelles jeunes femmes qui ont toutes les deux seulement 17 ans, Natsumi Kubo et Akari Suda. Cette fois-ci, la police, vu que les proches ont signalé la disparition, capte le dernier signal de leur téléphone toutes les deux dans le domicile de Takahiro. Ça y est, il fait plus attention, il en a rien à faire. Entre-temps, les voisins commencent vraiment à péter un câble avec l'odeur insupportable. Tout ce que je vous raconte, ça s'est passé en 3 mois seulement. Vraiment, ça a été extrêmement rapide grâce aux réseaux sociaux. Et vu qu'il a réussi à faire tellement de victimes sans se faire rattraper, dans un laps de temps extrêmement court, senti supérieur, vraiment, il se sentait fort, il se prenait pour un dieu et il a commencé à ne plus faire attention du tout parce qu'il avait vraiment... Le problème en fait, c'est que quand tu as un sentiment de puissance comme ça, bah c'est un piège parce que tu as trop pris la confiance et tu commences à faire n'importe quoi. Ce sentiment de puissance, bah ça l'a rendu vulnérable tout simplement. Il a arrêté de supprimer les messages sur Twitter, il fait pas attention au portable des jeunes femmes qui finissent par être localisées par la police. Kasumi Maramaya, 25 ans, elle finit elle aussi découpée et laissée dans son appartement. Et sa dernière victime, donc sa 9e victime, Aiko Tamura. Elle vivait dans un centre spécialisé dans la dépression parce qu'en fait, après avoir perdu sa mère, elle n'arrivait pas à s'en sortir psychologiquement. Sa maman lui manquait beaucoup trop. Sur Twitter, elle disait clairement dans ses posts qu'elle aimerait rejoindre sa maman parce qu'elle peut pas vivre sans elle, etc. Et Takahiro lui envoie un message et lui dit « Écoute, viens chez moi, je vais t'aider à rejoindre ta maman ». Elle accepte et le 21 octobre 2017, elle se rend chez lui. Aiko avait un frère, donc c'était sa seule famille depuis le décès de leur maman. Et elle lui dit qu'elle partait capter un mec en fait. Elle prévient son frère et le centre spécialisé en dépression où elle se trouvait, mais elle leur dit clairement que c'est un mec qu'elle a rencontré sur Twitter et tout. Malheureusement, elle finit comme les 8 autres victimes parce que, encore une fois, arrivée dans l'appartement, quand elle a senti l'odeur, elle voulait juste partir. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus
passé à l'acte, etc. Mais comme d'habitude, il a sauté sur elle, il lui a fait du mal et il lui a ôté la vie. Le frère d'Aiko va aller fouiller sur le Twitter de sa petite sœur, il va se connecter sur son Twitter. Takahiro, il faisait plus attention. Il n'avait pas supprimé les messages, donc il avait vu qu'il lui avait donné rendez-vous et il sait pourquoi elle est partie le voir. Son frère appelle la police, mais malheureusement c'était déjà trop tard et c'est extrêmement triste parce que déjà il a perdu sa maman il y a quelques temps, sa sœur n'allait pas bien, donc ça doit être dur à vivre au quotidien. Et là, il se retrouve tout seul. Il perd sa sœur dans d'atroces circonstances. Vraiment, c'est trop triste. Et là, enfin, la police se rend dans l'appartement de Takahiro Azama. Et en fait, au début, ils pensaient qu'ils allaient tomber sur un détraqué qui avait kidnappé la jeune femme. Mais ils s'imaginaient pas qu'ils allaient littéralement rentrer dans l'antre de l'enfer avec cette odeur horrible. Déjà, quand ils arrivent dans le bâtiment à l'étage de l'appartement, ils sentent directement l'odeur de la mort. Takahiro, il s'enfuit même pas. Quand la police arrive, il se pose sur son canapé, il se met comme ça. Genre, ça y est, en gros, il accepte son sort. Imaginez l'image. Il était assis sur son canapé, entouré de plein de sacs poubelles. Il y avait des restes de ses victimes partout, sous le canapé, dans la litière, bref, comme je vous ai déjà dit. Et tout ce qu'il trouve à dire aux policiers, c'est « la femme est toujours dans le congélateur ». Genre, ok. 240 ossements humains ont été retrouvés. Vraiment, tout le monde était choqué. C'est terrible. En plus, c'est pas il leur a donné leur position en mode ils étaient enterrés quelque part, comme dans les histoires classiques des tueurs en série quand ils avouent leur crime et donnent la position des corps. Non, non, tout était là. Enfin, presque, puisqu'il a quand même jeté les plus grosses parties des victimes. Et je trouve ça vraiment horrible parce que même après tout ça, les gens peuvent même pas reposer en paix parce que ces parties-là de leur corps ne va jamais être retrouvé vu qu'il les a jetés dans des ordures publiques, donc ça y est, c'était déjà parti. C'est vraiment horrible, vraiment. Il avoue directement tout à la police, il dit qu'il a tué pour le désir sexuel et pour l'argent parce que ce clochard, ce qu'il faisait, c'est que il volait les bijoux de ses victimes ou leur argent. Donc jusqu'au bout, c'est une merde, quoi. Déjà, il les tue et en plus, il vole leurs affaires. Il affirme que toutes les victimes sont venues de leur plein gré, ce qui est vrai, mais il dit aussi, donc il essaye pas de se défendre, il dit que la plupart de ses victimes, une fois arrivées sur place, enfin toutes ces victimes, lui disent qu'en fait non, elles veulent pas partir, elles annulent le plan, mais que ça l'empêchait pas de mettre fin à leur vie. Il a même dit aux policiers c'était compliqué pour lui de découper les corps, que des fois quand il coupait un os, c'était compliqué, que ça le fatiguait, le pauvre, et qu'il a passé des jours à nettoyer le sang sur les murs. Enfin vraiment, il parlait de ça comme s'il parlait du beau temps. Tellement ce qu'il disait, c'était fou, et tellement il montrait, enfin, il parlait de ça comme s'il parlait d'un truc lambda, sans montrer aucun remords. Le procès a duré longtemps parce que les autorités voulaient s'assurer qu'il avait toutes ses capacités mentales. Parce qu'en fait, pour eux, c'était une dinguerie qu'ils réagissent comme ça, qu'ils parlent de ça en mode normal. Donc même s'il mérite le pire, il a quand même des droits. Il faut être sûr qu'il n'est pas schizophrène ou je ne sais pas. Le 15 décembre 2020, après n'avoir exprimé aucun remords, c'est maintenant officiel que Takahiro est considéré comme une personne normale, avec toutes ses capacités mentales. Donc il est bien conscient de ce qu'il fait. Et il a été jugé coupable, qu'il serait condamné à mort. Et en fait, Takahiro, il a même pas essayé de faire appel. De toute façon, il n'avait pas le droit, le juge avait bien fixé la condamnation sans possibilité de faire appel. Il a jamais dit qu'il était désolé, il a toujours avoué ses crimes et il a dit qu'il allait attendre sagement son exécution. Dites-vous, il y a des folles, elles lui ont envoyé des lettres pour lui dire qu'elles veulent se marier avec lui. Il a été exécuté ce 27 juin 2025, donc il y a 2 semaines et demie. Il a été pendu et dites-vous qu'il y a des gens qui ont fait des articles où ils disaient que son exécution était cruelle. Non mais vraiment, j'ai même pas les mots. Bref, cette histoire, elle est vraiment... Surtout vu comment les pauvres victimes ont fini, en fait. S'il y a des personnes jeunes, des adolescents qui me regardent, même si je vous déconseille d'écouter les histoires que je raconte, s'il vous plaît, faites attention. Maintenant, les réseaux sociaux sont maîtres. Tout le monde est dessus. Rencontrer des personnes bienveillantes, se faire des amis, mais s'il vous plaît, faites attention à vous. Je vais faire aussi une vidéo sur la pauvre femme qui a fini dans une valise après avoir rencontré un mec sur Tinder. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, il y a tellement de personnes complètement ravagées du cerveau qui se servent des réseaux sociaux pour faire du mal. Même si c'est pas pour vous ôter la vie, elle va vous agresser physiquement. Donc faites attention à vous, ne vous isolez pas.
Parlez-en à vos parents ou à des gens un peu plus âgés que vous et évitez d'aller rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Merci infiniment d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Prenez soin de vous.